Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Montessori, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, malgré moi, puisque ma mère est montessorienne et elle a été élevée par sa tante, qui elle-même était montessorienne, dans une école Montessori. Vers l'âge de 15 ans, j'ai déjà commencé à me passionner pour les pédagogies alternatives. J'avais déjà passé plusieurs années en Algérie, plusieurs années aux États-Unis. J'avais déjà expérimenté plusieurs systèmes éducatifs en tant qu'élève. Et puis, je connaissais Montessori, pas en tant qu'élève, malheureusement, mais comme ça, à la maison. Et puis, donc, à 15 ans, je me suis vraiment, vraiment intéressée à toutes les pédagogies alternatives qui existent en France et à l'étranger, ailleurs. Et puis, je savais tout de suite, je savais que je voulais être enseignante, éducatrice, que je voulais vraiment faire mon métier. Et j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps à l'étranger. En gros, je peux dire que j'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger. Je pense que c'est vraiment une grande richesse. Et d'ailleurs, je remercie Nathalie d'avoir fait une super introduction ce matin au niveau des langues et du langage. Et je vais en parler d'ailleurs plus en précision. Et donc, en ayant vécu la moitié de ma vie à l'étranger en tant qu'élève, en tant que maman d'élève, en tant qu'éducatrice, en tant qu'enseignante, vraiment, j'ai acquis des connaissances au niveau des différents systèmes éducatifs. J'ai pu faire une espèce d'étude comparative, si on peut dire. Pas une étude officielle, mais en moi, j'ai réussi à apprendre un petit peu ce qu'il y avait de mieux, le meilleur dans chacun des mondes, en fait. Donc, j'ai enseigné en Asie, en Afrique, et puis en Europe. Et donc, aussi, j'ai eu 5 enfants. Et en dernier, j'ai eu des jumeaux. Qui dans la salle a des jumeaux? Ouais! J'ai eu des jumeaux il y a 6 ans. Et j'avoue que j'ai mis ma carrière un petit peu en stand-by, parce que quand on a 5 enfants, dont des jumeaux, forcément, on ne peut pas tout faire. Donc, j'étais plus enseignante à plein temps en classe. Ah oui, parce que je dois dire que j'ai 20 ans d'expérience dans l'éducation, dont certaines années en école Montessori, certaines années en école traditionnelle, mais pas traditionnelle française, certaines années dans des pédagogies, pédagogies alternatives à l'étranger, et des pédagogies non alternatives, donc un peu classiques. Mais ce qui se fait à l'étranger, c'est quand même moins traditionnel qu'en France, j'avoue. Et donc, j'ai mis ma carrière un petit peu en stand-by, et il y a quelques temps, il y a une maman d'élève de l'école où vont mes jumeaux qui m'a dit « Mais quoi ? T'as 2 diplômes Montessori, t'as 20 ans d'expérience, mais pourquoi tu fais pas l'école à la maison et pourquoi tu crées pas ton école ?» Et elle m'a dit « Mais c'est du gâchis !» Alors moi, maman de 5 enfants, débordée, nageant au quotidien, je lui dis « Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est du gâchis. » Enfin, quand même, j'ai 5 enfants à la maison. Déjà, je surnage. Mais ouais, c'est vrai, un petit peu. Il faudrait que j'en fasse profiter un petit peu. Et puis, j'étais ici au festival de l'école de la vie au mois de septembre. Et il y a un jeune couple, futurs parents, un Anglais et une Française, qui s'appellent Emily et Jay. S'ils sont dans la salle, levez la main, j'aimerais bien vous revoir. Non. Donc, Emily a posé une question à la suite d'une conférence, et la réponse de la conférencière, apparemment, lui satisfait pas complètement. Et puis, du coup, j'ai vu qu'elle avait besoin d'informations supplémentaires. Et puis, je lui ai dit, tu sais, si tu veux, je connais pas mal les différentes pédagogies alternatives. Et ta question par rapport à la différence entre cette pédagogie et les autres, je peux essayer d'y répondre. On peut se voir à la pause du déjeuner si tu veux, on en parle ensemble. Elle dit attends, il faut que j'appelle mon mari parce que j'essaye de le convaincre, c'est pas facile. Puis après, elle m'a dit attends, j'appelle mes copines parce que mes copines elles s'y intéressent aussi, donc ça serait dommage que ce soit juste mon mari et moi. Et puis voilà que l'heure a tourné et puis la pause déjeuner a duré 2 heures. Et j'ai fait une espèce de conférence malgré moi. Et là, elle m'a dit mais pourquoi tu montes pas sur scène? Pourquoi tu fais pas une conférence? Et je me suis dit ah oui, c'est vrai. Je sais pas, moi j'y avais pas pensé. Je dis Montessori à la maison avec mes enfants.
J'ai passé beaucoup de temps en classe, beaucoup d'années en classe, mais là, je sais pas, j'avais pas trop confiance en moi. Pourtant, j'avais fait des ateliers d'éducation bienveillante, j'avais fait déjà des conférences par-ci, par-là, mais une grande conférence comme ça, bon, pas sûr. Et puis, elle m'a donné confiance en moi. Super. Ni une ni deux. J'ai envoyé un petit mail à Julien et Julien, il m'a invité. Voilà, je suis très contente d'être là parmi vous aujourd'hui. J'allais dire ce soir. Merci beaucoup. Alors, j'ai assez parlé de moi. Je vais vous demander quelque chose à propos de vous. Alors, la présentatrice a déjà posé la question, mais je vais la reposer de manière différente. Donc, qui connaît ici la pédagogie Montessori? Attendez, levez pas encore la main. Qui connaît un peu? Ah, presque tout le monde, c'est fabuleux. Un peu, beaucoup. Ah, il y a encore plein de monde, c'est génial. Passionnément. Oh, il y en a un petit peu moins. Bon, il va falloir que je vous convainque. À la folie. Allez, Adrien Roche, à la folie. Oui, il y en a encore quelques-uns. Il y en a qui ne connaissent pas du tout. C'est possible, hein. Il n'y a pas de honte à avoir. Ah oui, il y en a une ou deux. Bon, c'est possible, pas de problème. Je vais vous expliquer ce que c'est du coup. Excusez-moi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, justement, je vois qu'il n'y en a qu'un ou deux, et c'est pas étonnant vu que c'est super à la mode en ce moment. C'est super à la mode, on voit ça partout, tous les étalages. On rentre dans une librairie, on voit ça. Montessori partout. Alors Montessori, les cahiers Montessori. Franchement, vous avez déjà vu des cahiers Montessori? Non. Le principe de la pédagogie Montessori, c'est d'utiliser ses 5 sens. C'est pas d'écrire dans un livre, c'est pas d'écrire dans un cahier. Donc, bon, personnellement, je trouve que c'est pas très montessorien, des cahiers Montessori, mais il y en a partout. Il y a les livres, Montessori à la maison, Montessori en primaire, Montessori en maternelle, Montessori pour les bébés. Maintenant, il y a même Montessori pour les personnes âgées, ce à quoi Maria Montessori n'avait pas vraiment pensé, mais pourquoi pas? C'est vraiment passionnant. Et c'est vraiment fait pour toutes les tranches d'âge. Et puis, bon, outre les cahiers, il y a aussi tous les coffrets qui ont été faits à base du matériel Montessori que Maria Montessori elle-même avait développé à l'époque, qui sont sûrement plus abordables que le matériel Montessori qu'on achète de manière professionnelle pour les classes. Donc, c'est très bien que ça existe, mais c'est vraiment la mode, la mode, la mode. Et pourquoi la mode a mis un siècle à arriver en France? Pourquoi est-ce que cette méthode a mis un siècle pour arriver en France? C'est quand même étonnant. C'est vraiment étonnant parce que c'est une pédagogie qui a fait ses preuves déjà dans beaucoup d'endroits du monde depuis presque un siècle. Elle est pratiquée et reconnue à travers le monde entier. Il y a 22 000 écoles Montessori à peu près dans le monde. Et en France, jusqu'à présent, c'était quand même considéré comme marginal, voire sectaire. C'était quand même pas très très reconnu. Alors, je me suis posé la question, pourquoi la mode, tout à coup, pourquoi Montessori, tout à coup, explose depuis, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans maximum? Pourquoi? Alors, j'ai trouvé 2 réponses à ma question. Maria Montessori disait « Une manière de mesurer la pertinence d'un modèle éducatif et le niveau de bonheur d'un enfant. » Voilà. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous souhaitez. Bon, ça fait 7 ans que je vis en France, et depuis 7 ans, je crois qu'il ne s'est pas passé, je ne veux pas dire une journée parce que ça serait exagéré, mais une semaine, sans que je reçoive le témoignage d'un enfant, ou d'un parent, ou d'un enseignant qui soit en souffrance à l'école. Ceux qui savent de quoi je parle, levez la main, s'il vous plaît. Bon, c'est un triste constat. Alors, je m'étais rendu compte que c'était à peu près, je dirais, un tiers des élèves à l'école qui sont en échec, vraiment en échec scolaire. Un tiers des élèves à l'école qui s'ennuient, peut-être parce qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin, ou peut-être juste parce que c'est ennuyeux. Et puis seulement un tiers des élèves qui suivent. Un tiers des élèves qui suivent. Je ne dis pas un tiers des élèves qui s'éclatent et qui s'amusent et qui adorent l'école. Non, je dis juste un tiers des élèves qui suivent. Est-ce que vraiment l'école est faite pour un tiers de la population? Bon, alors j'avais fait ce constat par moi-même et il a été confirmé par un
un conférencier lors du festival de l'école de la vie auquel j'ai assisté au mois de septembre. Alors je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais raison, c'était à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Et donc, le mal-être à l'école, eh ben, évidemment, ça redirige les enfants, les parents et même les enseignants vers des pédagogies alternatives. Donc ça, c'est la première réponse à ma question, pourquoi la mode Montessori ? La deuxième réponse à ma question, pourquoi la mode actuellement de Montessori, c'est les neurosciences. Et donc les neurosciences prouvent actuellement ce que Montessori avait déjà découvert et démontré il y a un siècle. Comme les Français sont un petit peu cartésiens, ils ont besoin d'avoir des preuves scientifiques pour être sûrs que c'est vrai, que ça marche. Et puis, ils sont peut-être aussi un petit peu traditionnels, un peu réfractaires au changement. Et donc voilà, les neurosciences, ça fait seulement quelques années que ça existe en France, qu'on en entend parler. Et maintenant que ça démontre ce que Maria Montessori avait intuitivement découvert il y a un siècle, eh bien, on commence enfin à s'y intéresser. Donc voilà, c'est un livre que vous voyez à gauche qui a été écrit par Angeline Stoll Lillard il y a quelques années, en 2005, elle a écrit ce livre qui s'appelle The Science Behind the Genius, et il a été traduit seulement 13 ans plus tard, donc en 2018, sous le titre d'une révolution pédagogique soutenue par la science. Et donc, voilà, dans ce livre, vous pouvez vraiment voir qu'effectivement, tout ce qu'elle avait intuitivement perçu dans le cerveau de l'enfant et de l'être humain est maintenant scientifiquement prouvé. Donc, je vais vous parler un petit peu brièvement de Maria Montessori en personne. Elle est née en 1870, elle est morte en 1952. C'est une famille italienne qui est née d'une famille bourgeoise. Elle était très matheuse et scientifique. Elle voulait devenir ingénieure. Elle avait déjà pris des cours supplémentaires de mathématiques. Elle avait demandé à aller dans une école où, malheureusement pour elle, il n'y avait que des hommes, des garçons. C'était interdit aux filles. Mais elle a quand même percé. Et finalement, elle n'est pas devenue ingénieure parce que son père l'en a interdit. C'était impossible pour une femme de devenir ingénieure. C'était aussi impossible pour une femme de devenir médecin. Et bien, malgré tout, elle est devenue médecin. Et c'était la première médecin femme en Italie. Alors, lors de ses premières expériences professionnelles, elle était en hôpital psychiatrique. Et là, elle a réussi à rentrer en communication avec des enfants qu'on traitait alors de débiles, des enfants qui avaient une déficience mentale, et qu'on traitait comme des animaux quasiment. Non seulement elle a réussi à rentrer en communication avec eux, à les faire parler, mais surtout, ce qui était vraiment révolutionnaire à l'époque, c'est qu'elle a réussi à leur faire apprendre des choses. Elle a fait passer des apprentissages. Donc, entre autres, par l'intermédiaire de matériel qui avait déjà été développé à l'époque par deux psychiatres et pédagogues qui s'appellent Itard et Séguin, Jean Itard et Édouard Séguin, qui avaient donc inventé un certain nombre de matériels, pas encore grand-chose par rapport à ce qu'elle a inventé, mais donc là à gauche, vous voyez la table de 10 à 19, et puis à droite, la table des dizaines que les enfants utilisent dans les classes Montessori. Donc elle a commencé à utiliser du matériel comme ça, avec des enfants déficients. Et puis elle s'est rendue compte qu'ils apprenaient bien. Et ils apprenaient tellement bien qu'elle a décidé de leur faire passer le diplôme de fin d'études de l'école primaire. Et lorsqu'elle est allée à la remise des diplômes, les résultats étaient excellents. Tellement excellents qu'ils étaient supérieurs à la moyenne nationale. Et alors, il y a des éducateurs, un instituteur, pardon, qui était là présent et qui lui a dit « Mais comment avez-vous fait pour réussir ou pour les faire réussir ?» Ce à quoi elle lui a répondu « Mais comment avez-vous fait pour ne pas les faire réussir ou pour ne pas réussir ?» Alors, quand même, c'est une question que je me pose et que vous posez peut-être aussi. Qui dans la salle a des enfants ou des élèves qui sont 10, comme on dit, dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques? Ok. Beaucoup. Qui dans la classe, qui dans la salle, lapsus, super lapsus, qui dans la salle
à des enfants ou des élèves qui sont ce qu'on appelle EIP, élèves à haut potentiel, zèbres, voilà, beaucoup aussi. Qui dans la classe a des élèves à haut potentiel qui ne réussissent pas à l'école, ne sont pas adaptés à l'école, ne sont pas heureux à l'école? Voilà, presque tous ceux qui ont levé la main pour la première question la lèvent pour la deuxième. Et moi je pose la question, mais comment est-ce qu'on fait pour créer un système scolaire où même les enfants surdoués ne réussissent pas? C'est quand même hyper paradoxal. C'est juste hallucinant. Même les élèves surdoués sont en échec scolaire. J'ai jamais vu ça. En tout cas, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'en France. Peut-être que ça existe ailleurs, mais dans les écoles où j'ai travaillé, ça ne se passait pas comme ça. Et je n'ai pas travaillé que dans les écoles Montessori. Voilà. Donc, pour la première expérience de Maria Montessori en hôpital psychiatrique. Ensuite, le maire de Rome lui a demandé de s'occuper des enfants dans la rue parce qu'il y avait un groupe d'enfants qui erraient, qui volaient et qu'il s'était rendu compte qu'elle avait un très bon contact avec les enfants, surtout avec les enfants difficiles, tout ça. Bon. Donc, il lui a laissé un local que vous voyez ici à gauche. En 1907, elle a créé la première Casa dei Bambini, qui veut dire la maison des enfants. Et donc, elle a récupéré tous ces enfants de la rue. Et puis, ils étaient d'âge divers. Hein. Il y avait maternelle, primaire. Et puis, elle a fait quelque chose qui était révolutionnaire à l'époque, c'est qu'elle a créé du matériel et du mobilier qui était à leur taille, à la taille des enfants. Et elle a embauché une jeune femme qui n'était ni maman ni éducatrice, justement pour qu'elle soit vierge de tout préjugé au niveau éducatif. Et là, elle a continué à utiliser du matériel pédagogique qu'elle avait déjà découvert, comme je vous ai montré avec les expériences d'Édouard Séguin et Jean Itard. Et puis elle a appris à observer les enfants, à vraiment voir comment ils apprenaient. Et elle s'est rendue compte que le fait qu'il y ait différents âges, c'était vraiment une grande richesse. Je vais revenir là-dessus. À droite, vous avez juste une photo de la même maison de l'extérieur de nos jours. Voilà, alors voilà un peu la ligne de vie, la frise de vie de Maria Montessori. Vous voyez qu'elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup vécu à l'étranger. Et le fait d'avoir beaucoup vécu à l'étranger, justement, ça lui a permis de créer une pédagogie qui soit adaptée à tout le monde, de manière universelle. Ou inversement, si on veut prendre le problème dans l'autre sens, c'est plutôt qu'en observant les enfants à travers le monde, elle a su s'adapter à l'universalité de l'apprentissage du cerveau humain. Et donc là, vous voyez, comme elle a vécu en Espagne, aux Pays-Bas, en Inde, elle a donné des conférences aux États-Unis, en Autriche, un peu partout dans le monde. Et en 1929, elle a créé une association qui s'appelle l'AMI, l'Association Montessori Internationale, dans le but de faire connaître son œuvre à travers le monde, et surtout dans le but d'élargir les droits de l'enfant dans la société, parce qu'à l'époque, les droits de l'enfant, ça n'existait pas encore vraiment. Donc on peut dire que grâce à tout son travail à l'étranger, non seulement elle a fait un énorme travail de pédagogie, mais aussi d'anthropologie. Elle a vraiment été à la fois médecin, psychiatre, pédagogue, philosophe, anthropologue, enfin c'est étonnant tout ce qu'elle a su faire. Elle a été nominée 3 fois pour le prix Nobel de la paix, qu'elle n'a jamais vraiment obtenu, mais elle a été nominée. Et par contre, elle a eu la Légion d'honneur de France, et puis elle a été nommée officier de l'ordre Orange Nassau des Pays-Bas. Voilà, et puis aussi citoyenne du monde, citoyenne du monde, c'est un lapsus aussi, c'est une superbe citoyenne du monde. Elle a été nommée citoyenne d'honneur de nombreuses villes. Alors, elle a eu un seul fils, un fils unique qui s'appelle Mario Montessori, qui l'a suivi à partir de ses 17 ans à peu près. Il l'a suivi partout où elle allait, c'était vraiment son premier disciple. Il a beaucoup étudié l'enfant avec elle et il a eu lui-même une descendance. Donc son fils aussi s'appelle Mario, donc il y a Mario Senior, Mario Junior. Et donc sa descendance continuait vraiment à être très active à l'association Montessori Internationale. Voilà. Alors, les piliers de la pédagogie Montessori,
Bon, on pourrait en mettre beaucoup, mais là, j'ai réussi de résumer à 4. Alors, j'ai mis d'abord l'observation. Pourquoi l'observation? Parce que justement, Maria Montessori, elle s'est basée sur l'observation pour comprendre l'enfant. Donc, quand on fait des études Montessori et qu'on va en stage, on n'observe pas du tout l'éducateur. On passe des heures et des heures et des heures et des centaines d'heures à observer les enfants et à noter chaque geste qu'ils font et chaque mimique du visage et chaque chose qu'il fait et vers chaque matériel vers lequel il est attiré. Voilà, donc on apprend vraiment à observer. C'est une grande qualité humaine. Et en fait, c'est le rôle de l'éducateur Montessori. Il observe les enfants pour savoir où est-ce qu'ils en sont. L'enfant, à son tour, de toutes les manières, observe les adultes et ses pairs, les autres enfants et son environnement, puisqu'il absorbe l'environnement et qu'il limite les adultes et il limite les autres élèves. Un autre pilier, c'est l'adaptation. C'était vraiment un maître mot de Maria Montessori, l'adaptation. Elle disait, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Donc, la chose qu'on doit apprendre à nos enfants, ce n'est pas juste des connaissances et du savoir, c'est de leur apprendre à s'adapter pour qu'ils puissent s'adapter dans le monde dans lequel eux, ils vont grandir. Donc, vraiment l'adaptation pour que l'enfant puisse s'adapter à son milieu, qu'il soit adaptable. Et aussi l'adaptation de l'éducateur, puisque l'éducateur, il s'adapte à chaque enfant de manière très différenciée. Il n'est pas face à une classe, à un troupeau de moutons. Il s'adapte vraiment à chaque enfant de manière individualisée. Le rythme de l'enfant, c'est extrêmement important, puisque chaque enfant apprend à son rythme, et c'est tout à fait naturel. On ne peut pas infliger à un enfant de savoir marcher à 12 mois pile. Pourquoi est-ce qu'on infligerait aux enfants d'apprendre à lire en CP, forcément, juste avant les vacances de Noël? Pourquoi? À quoi ça sert? Mais forcément qu'il y a 2/3 des enfants qui sont en échec. On ne peut pas leur infliger, comme ça, de manière arbitraire, que tel jour, à telle heure, tout le monde va être sur la même page, dans le même livre, assis, de la même manière, et va apprendre la même chose. Et on ne peut pas non plus s'attendre à ce qu'ils grandissent exactement de la même manière chacun. D'autant plus que la date de changement de classe, c'est au 1er janvier. C'est pas au 1er septembre, c'est au 1er janvier. Donc vous voyez, il y a une année de différence entre les plus âgés et les plus jeunes. Mais même au-delà d'une année de différence, Maria Montessori, elle considérait qu'il pouvait y avoir jusqu'à 4 ans de différence dans les apprentissages. 4 ans, si seulement on les laisse aller à leur rythme. 4e pilier, c'est la liberté. La liberté, alors ça a été assez mépris. Enfin, il y a des gens qui le méprennent, qui s'imaginent que la liberté, c'est l'anarchie totale. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ah ouais, Montessori, c'est génial. Ou alors, oh non, Montessori, ça va pas du tout avec mon enfant, parce que lui, il a besoin de cadre, il a besoin d'être très cadré. Non, c'est pas du tout ça. Ce qu'elle entend par liberté, c'est pas une liberté totale. C'est une liberté cadrée, donc qui a un cadre, et qui va dépendre justement des besoins de chaque enfant et de sa manière d'apprendre. Voilà, donc les 4 piliers. Les facteurs pour une ambiance Montessori, une classe Montessori, un environnement Montessori, premièrement, c'est l'ambiance. Alors, ce qu'on appelle l'ambiance dans les classes Montessori, c'est la classe. Mais ce n'est pas juste une classe, parce que comme vous l'avez vu dans la maison des enfants, qu'elle a créée en 1907, elle a créé une maison, c'était un local qui était déjà créé, mais elle a créé un environnement pour que les enfants s'y sentent comme à la maison, qu'ils s'y sentent bien, que ce soit agréable pour eux. Donc, c'est une ambiance qui est préparée par l'éducateur, très préparé, c'est un gros travail, qui est adapté aux enfants, qui est toujours avec des classes avec des enfants d'âge différents, donc une classe à multiniveau, et donc où les enfants se sentent comme à la maison. L'éducateur, lui, eh bien, comme disait tout à l'heure Jacques, n'est-ce pas, exducere, donc l'étymologie d'éduquer, c'est faire jaillir, c'est sortir, c'est faire sortir. Donc en fait, le rôle de l'éducateur, c'est de faire sortir quelque chose de l'enfant, mais pas de le remplir comme un vase. C'est de le faire sortir. Donc l'éducateur, c'est un guide de l'enfant. Il va le guider vers l'extérieur de soi. Et puis le matériel, Maria Montessori appelait ça du matériel scientifique, non pas parce qu'il était purement mathématique ou scientifique, mais parce qu'il avait vraiment été scientifiquement pensé. C'est-à-dire de manière empirique, en observant les enfants, elle a réussi à fabriquer du matériel qui correspondait à leurs besoins. 5. Merci.
Donc, le matériel scientifique, c'est le fruit de toute une vie, et même plus, puisque, comme je disais, Mario Montessori a fait perdurer, a inventé d'autres matériels et a fait perdurer la pédagogie Montessori. Et encore maintenant, on peut dire que l'Association Montessori Internationale, c'est un centre de recherche. C'est pas gravé dans la pierre. Ça peut avoir la réputation d'être un petit peu traditionnel et un petit peu... pas réfractaire au changement, mais un peu, voilà, à vouloir vraiment garder les bases de Montessori telles qu'elle les avait créées à l'époque. Non, ça n'empêche que c'est un centre de recherche où il continue à se fabriquer du nouveau matériel, à faire toujours des études en parallèle avec les neurosciences et autres. Le matériel Montessori permet de passer du concret vers l'abstrait. Ça, c'est très important et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, si on arrive à créer une ambiance qui ressemble un peu à ça, on va avoir comme résultat ce que vous voyez à l'écran, à savoir la coopération entre les élèves, le respect mutuel. Et quand je parle de respect, ce n'est pas juste entre les élèves, c'est aussi et surtout le respect entre adultes et enfants. Quand je vois ce qui se passe dans certaines écoles... eh bien, je me dis, c'est pas étonnant que les enfants ne respectent pas leurs professeurs, vu comment leurs professeurs les parlent. Et je parle de l'expérience de mes propres enfants, j'en ai à tous les niveaux, de la maternelle au lycée. Et donc le respect, eh bien, ça marche dans les deux sens ou ça ne marche pas du tout. Il ne faut pas s'attendre à ce que les enfants nous respectent si nous ne les respectons pas. Ensuite, l'autonomie, c'est vraiment le maître mot aussi de Maria Montessori, un des autres maîtres mots, c'est l'autonomie. La phrase clé, c'est « Apprends-moi à faire seul ». C'est le titre de plusieurs ouvrages. Apprends-moi à faire seul parce que l'enfant a besoin, il a envie de faire par lui-même pour grandir, pour devenir celui qu'il est. Voilà. Et puis, la responsabilité. Donc, la responsabilité de son travail. L'enfant devient responsable de lui-même, de son travail, de son attitude, de ses choix, et la co-responsabilité, puisque les enfants travaillent ensemble. Et tout ça, évidemment, engendre la confiance en soi, mais il s'agit aussi de confiance de l'adulte envers l'enfant. De la même manière que je parlais du respect tout à l'heure, il ne faut pas s'étonner si les enfants ne respectent pas les adultes qu'ils ne les respectent pas. La confiance, si nous montrons aux enfants que nous avons confiance en eux, ben forcément, la confiance en eux va grandir, évidemment. Voilà donc un livre que Maria Montessori a écrit, elle en a écrit beaucoup, dont un qui s'appelle « L'éducation à la paix ». Cette femme a quand même vécu 2 guerres mondiales, c'est pas rien. Et en observant les enfants, en les observant se concentrer, en les observant collaborer, en les observant savoir aussi avoir une vie intérieure, comme nous le disait tout à l'heure Jacques, eh bien, elle s'est rendue compte que les classes étaient beaucoup plus paisibles. Et elle, son rêve, c'est la paix par l'éducation. Elle est persuadée que si on éduquait les enfants à être en paix avec eux-mêmes et en paix avec leurs camarades, il y aurait beaucoup moins de guerres sur la Terre et il y aurait bien moins de conflits. Donc voilà, l'éducation à la paix, c'était vraiment très très important pour elle. Alors, elle parle beaucoup d'éducation cosmique. L'éducation cosmique, ça peut faire un peu peur. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut faire un peu sectaire, New Age, qu'est-ce que c'est que ça? Non, cosmique, ça vient du mot cosmos, tel que Pythagore l'entendait, à savoir vraiment l'environnement, l'univers, et donc, c'est-à-dire se situer dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça qu'on veut apprendre aux enfants, n'est-ce pas? C'est de se situer dans le temps et dans l'espace. On peut dire que Maria Montessori était précurseur de l'écologie intégrale, parce que, bon, c'est vrai, là aussi, ça fait seulement, pas quelques années comme la neuroscience, mais quelques décennies, disons, qu'on parle de l'écologie. Mais pour elle, l'écologie, c'était juste une évidence. L'écologie, c'est quoi? C'est l'harmonie entre les êtres humains et son environnement. Entre l'être humain et son environnement. Donc si c'est l'harmonie entre l'être humain et son environnement, eh bien, il s'agit juste de trouver un équilibre. Enfin, justement, c'est pas si facile. Mais elle proposait des outils et une ambiance qui permettaient une écologie intégrale. Et quand je dis intégrale, c'est-à-dire à tous les niveaux. Pas juste il s'agit de trier les poubelles ou quoi. C'est intégral aussi au niveau humain, au niveau global, à tous les niveaux. Donc l'éducation cosmique, en une phrase, on peut dire que c'est aider l'enfant à se connecter à son monde. C'est aussi l'aider à devenir celui qu'il est mené à devenir. C'est-à-dire, elle considérait que chacun d'entre nous sur Terre a une mission à accomplir, a un rôle dans l'univers, et que c'est notre rôle d'éducateur de faire en sorte que les enfants ils puissent y parvenir, atteindre leur plein potentiel.
et surtout de ne pas entraver cette croissance vers le plein potentiel. Et donc il s'agit pour ça d'imaginer un changement de paradigme total de l'éducation. C'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner, est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que c'est l'enfant aussi qui a quelque chose à nous apprendre ? Il s'agit de poser un autre regard sur l'enfant. Et donc c'est un changement de posture de l'éducateur. Alors, qui d'entre vous a vu ce film ? Super, au moins la moitié de la salle. L'autre moitié, je vous invite vivement, vivement à aller le voir. Il est absolument fabuleux. Que serait l'adulte sans l'enfant qui l'aide à s'élever ? Ce que dit Maria Montessori. Alors c'est quand même étonnant, un titre comme ça, le maître est l'enfant. Ah oui, le maître et l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'enfant roi ? Non, c'est pas l'enfant roi. C'est juste que l'enfant est capable, si on lui fait confiance, d'être son propre maître. Nous ne sommes pas les maîtres et les maîtresses des enfants. Ils sont leurs propres maîtres, d'une part. D'autre part, quel éducateur, quel enseignant et quel parent n'a jamais dit « j'ai beaucoup appris de cet enfant ». Moi, pardon, l'inverse. J'avais dit « n'a jamais dit », c'était dans le sens, tout le monde, n'est-ce pas, qui a été en contact de près avec un enfant, a appris, s'est rendu compte qu'il a quelque chose à apprendre des enfants. Voilà. Donc moi, je suis la première à dire « Madame, vous n'avez pas appris de vos enfants ?» Voilà. Je suis la première à dire que mes enfants m'apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mes élèves aussi, évidemment. Donc il s'agit d'un changement de posture. Et Maria Montessori considérait que les qualités de l'adulte qui s'occupe de l'enfant, c'est avant tout l'humilité. Pourquoi l'humilité ? Parce que justement, il n'est pas maître de l'enfant. Et puis il faut qu'il apprenne à se mettre en retrait un petit peu pour laisser l'enfant grandir par lui-même. La patience, évidemment, tout parent et tout éducateur, tout enseignant, c'est qu'il s'agit d'avoir beaucoup de patience auprès des enfants. Et puis, l'observation, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'observer l'enfant pour savoir ce dont il a besoin et d'où il en est. Donc, à propos de ce dont il a besoin, je voudrais juste rajouter aussi que Maria Montessori, on peut dire qu'elle était précurseur de la communication non violente. Pourquoi ? Parce que quand on répond à un besoin, quand nos besoins sont satisfaits, on est moins agressif. Et donc ça, elle l'avait déjà compris. Donc elle répondait aux besoins des enfants et elle faisait en sorte que les enfants s'entendent entre eux, qu'il y ait des gestions de conflits dans les classes, des conseils de classe. Alors certainement pas des conseils de classe comme on les entend maintenant, c'est-à-dire tous les profs se rassemblent et il n'y a aucun enfant qui a le droit d'entrer dans la salle. Non, c'est exactement l'inverse. Tous les enfants se rassemblent et discutent de ce qui s'est passé, quel a été le conflit, quel a été le problème, comment peut-on le régler. Donc par rapport à son éducation à la paix, on peut dire qu'elle était vraiment précurseur de la communication non violente avant Marshall Rosenberg. Donc il s'agit pour l'éducateur d'avoir une présence minimale pour que l'enfant vraiment apprenne par lui-même et fasse... Son rôle, c'est de semer les graines de l'intérêt chez l'enfant. Voilà. Et à la bonne saison. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir. Alors, les périodes sensibles de l'enfant... la première intervenante, Nathalie, c'est ça, on a parlé tout à l'heure. Les périodes sensibles, Maria Montessori s'est rendue compte que si on n'intervient pas au moment où l'enfant est intéressé par la chose, on loupe le coche. Ça s'appelle les périodes sensibles. Elle avait déjà entendu parler de ça par Jean Piaget, qui appelait ça des fenêtres d'opportunité à l'époque. Et puis, il y a eu d'autres études qui ont été menées, même avant Maria Montessori, entre autres l'enfant sauvage, étudié par toujours Jean Itard et Édouard Séguin. Donc c'est un enfant, l'enfant de l'Aveyron, qui avait été retrouvé dans les bois et qui avait été élevé par les animaux. Et à l'âge d'adolescence, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas les acquisitions de l'être humain, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'acquisition du langage, il ne marchait pas debout. Voilà. Et ces deux médecins, psychiatres et pédagogues ont essayé de lui faire apprendre la vie en société, les apprentissages de l'être humain. Dans certains domaines, ils y sont arrivés, mais dans d'autres, c'était vraiment impossible parce qu'il avait dépassé l'âge où ça s'apprend. C'est pareil pour les langues. Comme le disait Nathalie tout à l'heure, les langues, ça s'apprend. Maria Montessori avait compris que ça s'apprend avant 6 ans et c'est beaucoup plus difficile de les apprendre après.
Donc, est-ce que ce n'est pas une aberration de commencer la LV1 en collège, alors qu'au contraire, il faudrait commencer à l'âge de 2-3 ans? C'est en maternelle qu'il faut apprendre les langues étrangères, comme disait Nathalie. C'est pas au collège, en tant qu'adulte, c'est encore plus difficile. Donc, là, il y a quelques exemples de périodes sensibles, mais ce n'est pas exhaustif. Ça, c'est quelques exemples en maternelle. Donc, par exemple, le langage, la coordination des mouvements, le comportement social, le raffinement des sens, les 5 sens, pas juste le toucher, les petits objets, l'ordre, ce sont des périodes sensibles parmi d'autres, avec des âges, comme vous voyez, qui sont quand même très larges. C'est-à-dire qu'il s'agit en tant qu'éducateur, en tant qu'adulte, de voir dans cette période qui est générique, entre 0 et 6 ans, c'est quand même très très large, de voir à quel moment l'enfant est vraiment attiré par cette chose-là, par cet apprentissage-là. Donc, si vous avez des enfants, vous vous êtes peut-être rendu compte que vers 2 ans, ils sont complètement fascinés par une toute petite fourmi, une toute petite miette, et puis ils peuvent y passer pas des heures, mais bon, des minutes. Ils vont être concentrés par cette petite chose. Ça, c'est par exemple la période sensible pour les petits objets. J'ai mis des lacets parce que j'ai une petite anecdote. Ma fille qui est à une école Montessori, ma petite jumelle, je lui ai donné des baskets avec lacets. Elle ne savait pas faire ses lacets. Elle était tellement contente d'avoir des baskets qu'elle m'a dit « Ah, je veux faire les lacets, je veux faire les lacets ». Je lui ai dit bah, « Écoute, tu sais, à l'école, il y a le cadre pour apprendre à lacer. Tu demandes à ta maîtresse. » Et le lendemain, elle savait faire ses lacets. Il a suffi d'une journée. Son frère jumeau, il ne sait pas faire les lacets. Mais il a appris à lire très très vite parce qu'on a su répondre à son besoin de l'écriture et de la lecture au moment où il en avait envie. Voilà pour les périodes sensibles. L'esprit absorbant, c'est vraiment aussi très très important dans la pédagogie Montessori. L'esprit absorbant, c'est quoi? Donc, cette expression, ça évoque la capacité des enfants à être perméables à tout ce qu'ils perçoivent autour d'eux, dans leur environnement. C'est comme des éponges. En vrai, et c'est encore mieux que des éponges, parce que les éponges, quand elles sont pleines, elles dégoulinent, ça continue un peu à couler, alors qu'un enfant, c'est illimité. Ses apprentissages sont illimités. On peut lui faire apprendre, je ne sais pas combien de langues, en même temps. J'ai connu un homme qui travaillait pour les méthodes d'assimile. Vous connaissez la méthode d'assimile pour les langues étrangères. Il avait grandi au Québec, il parlait 5 langues comme sa langue maternelle. 5, mais vraiment comme sa langue maternelle, ce n'était pas des langues étrangères. Et quand je lui ai demandé comment il avait fait, il m'a dit, je sais pas, ma mère est anglophone, mon père francophone, à l'école, j'ai appris l'allemand très tôt parce que ma maîtresse, elle parlait allemand. Dans le quartier, il y avait une copine espagnole, puis il y avait des copains qui étaient italiens. Voilà, ils parlaient toutes les langues européennes. Mes enfants ont vécu à l'étranger jusqu'à, donc il y a 7 ans. À l'âge de 2 ans et demi, ils parlaient 3 langues. Et moi qui ai appris l'anglais vers 9 ans, à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, c'est bizarre d'être parfaitement bilingue, comment ça se fait, comment on y arrive? J'avais peur j'avais peur qu'on ait un capital mot, en fait. Je me demandais si on avait un capital mot, et que si j'apprenais une langue aussi bien que l'autre, ce ne serait pas au détriment de l'autre, c'est-à-dire, est-ce que j'aurais pas le vocabulaire? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est illimité. On n'apprend pas au détriment d'un autre apprentissage ou d'une autre langue. C'est vraiment illimité. Et c'est ça le principe de la pédagogie Montessori, c'est qu'il n'y a pas de limite. On ne limite pas l'enfant à apprendre à compter jusqu'à 30. Pourquoi s'arrêter à 30 en maternelle, pardon. 30. Mais si on peut compter jusqu'à 30, on peut compter jusqu'à 31, 32, 33. Il suffit d'apprendre 40. Et puis on continue. Donc en maternelle, ils apprennent jusqu'au million. Ils peuvent apprendre au-delà même. Il n'y a pas de limite. Ils apprennent à additionner, à soustraire, à multiplier, à diviser en maternelle. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Pour diviser, on fait quoi? On coupe un gâteau, on dit chacun à sa part, c'est une division. Pour multiplier, on fait quoi? On distribue, c'est une distribution. Mais les enfants, ils peuvent apprendre tout ça. Maria Montessori, elle partait du principe que si on prend les enfants pour des idiots, forcément, on les limite. Et en plus, s'ils se rendent compte qu'on les prend pour des idiots, ça casse bien leur confiance en eux. Blandine, oui, je suis navrée. Il faut conclure. Je conclus. Ça va aller vite. Donc, elle a écrit un livre sur l'esprit absorbant de l'enfant. Ça, c'est un environnement, donc ce qu'on appelle une ambiance Montessori. Vous voyez comme c'est ordonné. Le mouvement qui est permis dans cette ambiance, c'est un mouvement qui est libre, maîtrisé, volontaire, coordonné et intentionnel. C'est pas les enfants, ils courent dans tous les sens, ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. C'est vraiment un mouvement qui est réfléchi. Et puis les classes à multiniveau, qu'est-ce que ça permet?
Une fois de plus, ça permet la solidarité, la coopération, l'empathie et la responsabilité. Je voudrais juste répondre à une question que les parents me posent toujours. Oui, mais mon enfant, il est plus grand, il est avec les grands, donc il ne va pas être tiré par le haut, puisqu'il est plus grand. Ben si, il va être tiré par le haut, par l'éducateur, par le matériel, par les questions que les plus petits lui posent. Et puis surtout, quand on enseigne à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on connaît, ça nous permet de l'enregistrer encore mieux, de le maîtriser encore mieux. Et puis ça permet de se responsabiliser, ça permet l'empathie, ça permet la solidarité, et puis ça permet à l'enfant d'être fier de lui, donc la confiance en soi. Le matériel Montessori contient tous ces concepts. Alors, je vais devoir conclure, donc je peux pas malheureusement, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Le matériel Montessori, c'est juste fondamental. Il n'existe pas d'école Montessori sans matériel Montessori. Tout passe par le matériel, par l'essence. Donc, je ne peux pas rester très longtemps sur cette slide, malheureusement. Mais donc, vous voyez que le matériel Montessori, là, j'en ai quelques exemples. Dans le matériel, les enfants, ils peuvent l'utiliser de manière évolutive. C'est-à-dire que là, vous voyez un cube, celui qui est orange et il a une drôle de couleur. C'est le cube du trinôme. Alors ça, c'est assez impressionnant parce que le cube du trinôme, par exemple, en maternelle, les enfants vont l'utiliser comme un puzzle pour se l'approprier sensoriellement. Et en primaire, accrochez-vous bien, ils vont l'utiliser comme équation mathématique pour faire A plus B plus C au cube. Alors je ne dis pas qu'ils font ça à 7 ans, hein, sauf les surdoués, mais vers 10, 11, 12 ans, ils peuvent faire ça. Ils peuvent apprendre à faire cette équation mathématique. Et comme ils ont vraiment intégré le matériel dans le passé de manière vraiment à la fois physique et psychologique, ils peuvent passer à une abstraction de manière plus intellectuelle. Je voudrais dire quelque chose à propos des solides géométriques. Ma fille est revenue l'autre jour avec un petit carnet dans lequel elle avait tous les solides géométriques donc, qui étaient déjà passés de 3 dimensions à 2 dimensions, puisqu'ils étaient dessinés sur le carnet. Et puis elle me dit le nom de chacun des solides. Et elle disait, tiens, ça c'est un parallélépipède. Très bien. Elle a 5 ans, elle appelle ça un parallélépipède. Mais là aussi, Maria Montessori, elle se disait, mais c'est pas un mot compliqué. Qu'est-ce qu'un mot compliqué en soi ? On a peur de dire des mots compliqués aux enfants, de peur qu'ils ne les comprennent pas, mais ils comprennent tout ce que vous dites. Et puis s'ils ne le comprennent pas aujourd'hui, comme disait Nathalie, ou la question qui a été posée, s'ils ne comprennent pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ils le comprendront un peu plus tard dans le contexte. Ils le comprennent grâce au matériel de toutes les manières. Elle partait du principe que si on peut apprendre à l'enfant bleu, rouge ou vert, pourquoi ne pas leur apprendre le mot parallélépipède ? C'est pas plus compliqué. Donc voilà, n'ayons pas peur des mots, utilisons les vrais mots, les bons mots, même les mots savants pour les enfants. Et aussi, le matériel est vraiment séquentiel et il est... ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il permet la répétition avec la variation. Là, vous avez seulement 2 exemples, 3, on peut dire, pour la multiplication. Donc, vous avez les perles dorées, vous avez la table de multiplication et vous avez les longues chaînes. Ces 3 matériels sont des matériels pour la multiplication. Il en existe plus d'une douzaine pour la multiplication, rien que pour la multiplication. De manière à ce que l'enfant il s'exerce, sans s'ennuyer. Il passe d'un matériel à l'autre de manière très très graduelle. Ça a été scientifiquement pensé, c'est incroyable comme c'est merveilleusement bien pensé. C'est vraiment graduel, étape par étape. Et puis les enfants qui peuvent se permettre de sauter une étape, ben pourquoi pas ? S'ils peuvent aller plus loin, plus vite, ils peuvent aussi, il n'y a pas de limite. Et un exemple de matériel sensoriel, vous voyez les lettres. Les lettres, ce n'est pas juste le toucher, hein, les lettres rugueuses. C'est le toucher, c'est la vue, puisqu'on voit la lettre, et c'est le son, puisque l'enfant, il fait le son. Là, vous avez la lettre F, il ne va pas dire F, il va dire F. Voilà pour quelques échantillons de matériel. Et puis en haut à droite, vous avez le matériel pour que l'enfant apprenne à verser. Ça, c'est un matériel qu'on utilise avec des enfants de 2-3 ans. Il faut y aller. D'accord. Le programme scolaire, aussi pour répondre à une question qui est souvent posée, oui, mais mon enfant, est-ce qu'il va suivre le programme ? Parce qu'après, si jamais il doit aller dans l'école publique, on n'est pas sûr, tout ça. Donc en maternelle, l'éducateur fait vraiment confiance à la volonté d'apprendre de l'enfant, à cette motivation innée qui est vraiment intrinsèque à l'enfant, la curiosité naturelle de l'enfant. Et l'éducateur n'a pas du tout
besoin de diriger vers quoi que ce soit. L'enfant, naturellement, se dirige vers le matériel dont il a besoin au moment où il en a besoin. Ça pose aucun problème. On fait vraiment confiance. Au secondaire, au primaire, il s'agit d'éducation cosmique, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est tout un programme. Je ne vais pas m'étendre dessus, t'inquiète pas. C'est tout un programme, l'éducation cosmique, que vous voyez ici, et qui est vraiment une unité de tout, enfin, qui prend en compte toutes les matières de manière interdisciplinaire. L'écologie, donc l'unité de tout, c'est une vision globale et ça permet la communication entre tous les peuples, donc l'éducation à la paix une fois de plus. Mais n'ayez pas peur que vos enfants ne soient pas haut niveau, parce qu'en général, quand ils doivent passer d'une école Montessori à une école plus traditionnelle, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, le niveau qu'ils peuvent atteindre avec le matériel Montessori, en général, est bien supérieur à ce qui est demandé dans les programmes d'éducation nationale en France ou ailleurs, parce que justement, on ne pose pas de limites. Et inversement, si l'enfant est plus limité, eh bien, il va à son rythme. De toute façon, on ne pourra pas lui faire beaucoup plus, puisqu'il est plus limité. Donc c'est tout, il va à son rythme, il apprend en fonction de ce qu'il est capable d'apprendre, et puis c'est tout. Voilà. Et je voulais juste conclure en disant que les neurosciences, effectivement, ont prouvé tout ce que Maria Montessori avait découvert au niveau de l'apprentissage. Les 4 points fondamentaux, les 4 piliers de l'apprentissage d'après les neurosciences, c'est premièrement l'attention, donc ce que le matériel permet de se concentrer. Deuxièmement, l'engagement actif. L'engagement actif, on trouve ça dans le fait que l'enfant a le libre choix, donc il va choisir son matériel et son apprentissage. Troisièmement, le retour d'information qui se trouve dans le matériel. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai dû aller un peu vite sur la slide du matériel. Le matériel est autocorrecteur. Donc l'enfant apprend à se corriger par lui-même. Donc il apprend en tâtonnant, il apprend par l'expérience. Et il a un retour d'information qui lui dit c'est juste ou c'est pas juste. Mais ce n'est pas l'adulte qui va lui dire ah ça c'est pas bien, il faut refaire. Ou qui va utiliser son stylo rouge pour tout corriger, qui va le dégoûter de l'écriture à vie. Non, c'est le matériel qui va lui dire c'est juste ou c'est pas juste. Et puis quatrièmement, la consolidation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la répétition avec variation que permet aussi le matériel. Et donc la consolidation des apprentissages passe par cette répétition et par le fait de s'entraider, de travailler ensemble. Les enfants travaillent ensemble, comme je le disais tout à l'heure. Donc je voulais juste conclure avec une phrase. Excusez-moi, je suis passionnée par le sujet. Et c'est vraiment difficile de tout mettre en 3 quarts d'heure. Alors, depuis que je suis donc, en France, je suis allée dans des classes qui s'appellent CLIS ou RAZ. C'est des classes pour enfants handicapés ou pour enfants en difficulté scolaire. Et là, j'ai vu du matériel Montessori. Et là seulement, j'ai vu du matériel pédagogique et didactique. Pas seulement Montessori. Hein. Moi, je suis ouverte à toutes les pédagogies alternatives, comme je le disais tout à l'heure. Et puis aussi, ce que j'ai constaté en travaillant dans des écoles Montessori en France, c'est que en maternelle, c'est souvent un choix éducatif des parents, mais en primaire, on se retrouve quand même souvent avec des enfants qui n'ont pas trouvé leur place dans le système classique et qui se retrouvent là par défaut. Et en fait, c'est utilisé comme une pédagogie ou un matériel de remédiation en France. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, tel que je l'ai vécu à l'étranger, j'ai pu constater que si on utilise ce matériel dès le début, et pas juste le matériel Montessori, mais du matériel didactique, une approche bienveillante, tout ce qui va avec, si on l'utilise dès le début, il n'y a pas ou tellement peu d'échecs scolaires. Donc, ma phrase de conclusion, c'est à quand la démocratisation de ce matériel ou de ces matériels et de ces pédagogies alternatives de manière à ce qu'il n'y ait pas ou peu ou tellement peu d'échecs scolaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Blandine. Alors, afin qu'il y ait tellement peu d'échecs scolaires, je vous invite à signer la pétition « Ayons la possibilité de choisir une école alternative à l'école classique » qui est sur le site de cette conférence et de l'école de la vie, n'est-ce pas? C'est vrai. Merci beaucoup, Blandine. Est-ce qu'il y a des questions? On a 5 minutes. Alors, j'ai une question tout au fond, 2 questions. C'est fini. Pour les questions, on invite Adrien Roche. J'en ai 2. La parole juste après.
J'ai l'honneur d'inviter, de faire la connaissance d'Adrien Roche, qui est formateur à l'ISMM, l'Institut supérieur Maria Montessori à Paris, donc il fait partie, et à Montpellier, pardon, donc de l'AMI, l'Association Montessori Internationale. Voilà. Bonjour. Bonjour, ici derrière. Je vous remercie pour votre conférence et surtout pour votre phrase de conclusion, puisqu'elle rejoint exactement ma question qui était de savoir, voilà, en introduction, vous avez posé la question de qui connaissait des enfants 10, qui connaissait des enfants surdoués et comment ça se fait qu'ils étaient en échec scolaire, en tout cas qu'ils n'aimaient pas l'école. Moi, ma question était un petit peu liée justement aux enfants en situation de handicap. Et notamment, est-ce que vous pensez que ce matériel Montessori pourrait permettre de faciliter les apprentissages auprès de personnes autistes ? Alors, je dois vous avouer une chose, c'est que cette slide, je l'ai piquée à l'association Teach. C'est l'association pour les enfants autistes. Voilà, donc ils utilisent très très largement le matériel Montessori, oui. Voilà. Et d'ailleurs, comme je l'ai présenté dans la présentation, comme je l'ai dit dans la présentation, Maria Montessori a commencé avec des enfants avec un handicap mental, hein, et donc c'est tout à fait adapté, évidemment. Si je peux répondre aussi juste sur la question du handicap. Micro. Il y a cette notion Merci. Pour rebondir sur la question du handicap, Maria Montessori, elle parle du développement de chaque enfant. Et si vous imaginez un monde où le seul sorte de chaussures qui existe, c'est des chaussures taille 39, tous les gens qui ont des pieds plus petits ou des pieds plus grands seraient handicapés. Le fait que nous ne soyons pas handicapés par nos pieds, c'est parce qu'il y a une diversité de chaussures qui sont offertes. Au final, il n'y a pas de handicap. Il y a des différences et des environnements trop inadaptés à ces différences. Si votre environnement... Si votre classe ne fonctionne que pour les pieds en 39, alors oui, vous allez créer de l'échec scolaire. L'échec n'apparaît que quand vous avez une fiction d'homogénéité, disait Philippe Pernoud. Si vous acceptez les enfants dans leurs différences et que vous leur offrez un environnement qui leur permet à chacun d'avancer avec sa spécificité, alors effectivement, il n'y a plus d'échec. Vous n'avez plus qu'une diversité d'enfants. Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec vous. La question, c'est quand on est juste un parent et pas un enseignant, où est-ce qu'on peut se procurer le matériel Montessori professionnel que dont vous avez parlé ? Alors, le matériel, effectivement, est cher parce qu'il est extrêmement précis. Je ne suis pas sûr qu'il ait un énorme intérêt à la maison, à moins que vous ayez vraiment envie de faire l'école à la maison, auquel cas vous avez quand même intérêt à vous former pour ça. Mais le matériel, il fait partie d'une triade. Il est vraiment avec l'éducateur, le guide, l'environnement et l'enfant. Et le matériel fait partie de l'environnement et l'adulte doit servir de passage entre l'enfant et l'environnement. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire à la maison pour remettre votre enfant en autonomie. Avant de vouloir mettre une tour rose ou d'être rugueuse dans votre maison, c'est bien préférable de commencer par mettre des objets à la hauteur de l'enfant, d'organiser la maison pour que l'enfant puisse y trouver sa place, pour qu'il puisse participer. Il y a beaucoup plus de choses à faire à la maison, en organisation de la vie quotidienne, quand ils sont plus grands, en accompagnement de leur curiosité, en faire des histoires, faire des choses ensemble, avant de vouloir amener du matériel didactique qui a vraiment plus sa place dans un temps de travail autonome de l'enfant en classe. Alors, s'il y a des parents qui font l'école à la maison, justement, je voudrais aussi apporter une autre réponse à cette question en complémentaire. Le matériel, on peut quand même en fabriquer. Il y a des choses qui sont difficiles à fabriquer parce que c'est très précis, c'est en bois, et si on n'est pas menuisier, on ne connaît pas de menuisier dans notre entourage, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai hérité du matériel de cette fameuse grand-tante dont je vous parlais tout à l'heure, qui a élevé ma mère, et qui, ma mère les garde très précieusement dans une jolie boîte. C'est du matériel qui a été fabriqué avec du papier émery. Vous savez ce que c'est le papier émery, hein, c'est justement pour faire les lettres rugueuses, qui a été découpé et qui a été soigneusement collé sur du carton qui était fait de boîtes
de sucre à l'époque de la guerre où on n'avait même pas de carton. Donc c'est pour vous dire, et j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé à Madagascar, j'ai travaillé au Cambodge, je peux vous dire qu'on peut fabriquer du matériel avec les moyens du bord. C'est quand même possible. Donc oui, le matériel est très cher. Si on veut acheter le matériel professionnel, il est très cher. Et c'est aussi pour ça que l'école Montessori, malheureusement, sans subvention de l'État, est très chère. Et le salaire des éducateurs, qui en général n'est pas très élevé, justement. Et les matériels, sans parler de tous les autres frais, c'est des gros frais. Mais il y a moyen à la maison et même à l'école, quand on n'a pas des gros moyens, de fabriquer une partie du matériel soi-même. Alors, où trouver ce matériel? Public Montessori. Alors, l'association Public Montessori accompagne les éducateurs en école publique qui veulent mettre en place la pédagogie Montessori, qui organisent du prêt de matériel. Sinon, vous avez quelques boutiques en France qui en fabriquent. Montessori Spirit est un revendeur et vous avez plusieurs autres petits fabricants. Merci.